Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Bernard Accoyer. Évidemment, vous étiez président de l'Assemblée nationale pendant quelques années et vous êtes l'auteur d'une affaire d'État, le sabordage du nucléaire français aux éditions Hugo Doc. C'est un livre qui paraîtra ce jeudi. Il est coécrit avec Chantal Didier. Bonjour. Oui, bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. On est heureux de vous avoir. Vous avez écrit avec Chantal Didier une affaire d'État. Personnellement, je pense que vous auriez pu aller jusqu'à un scandale d'État. Alors je sais que votre modération vous honore et que, mais effectivement, et quand vous mettez la tentative de sabordage du nucléaire français, bon, heureusement qu'il n'a pas été sabordé, mais on sent que c'est beaucoup plus qu'une tentative. Enfin, encore une fois, je parle à titre personnel. En tout cas, en lisant votre livre, c'est presque une volonté. Et justement, on va en parler avec vous, on va en parler longuement. On va juste commencer, parce que vous avez suivi ça depuis longtemps, le député que vous êtes, le président de l'Assemblée nationale que vous avez été, le président de l'Assemblée nationale que vous avez également été pendant plusieurs années. Au fond, c'est vraiment quelque chose d'étonnant quand on lit votre livre, et quand on le lit, et je le recommande, il faudrait vraiment que tout le monde le lise, parce que vous dites des choses très précises sur ce qui se passe à propos de cette fée électricité. Aujourd'hui, où les prix flambent, et on l'a vu comment les prix flambent. Comment on en arrive à ça? C'est-à-dire que la France était vraiment je dirais la marraine de la fée électricité, et on voit ce qui se passe en disant qu'on importe du charbon d'Allemagne ou d'ailleurs, on ressuscite les centrales à charbon, le gaz flambe, et l'électricité aussi, et on parlera de tout cela. Mais votre livre vient d'une véritable enquête. Vous avez suivi ça pendant des années, Bernard Accoyer. Oui, j'ai essayé de comprendre comment la France, qui était un pays exemplaire pour son système électrique, pour le prix de son électricité, sa fiabilité, Oui. enviée dans le monde entier, en était arrivé là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons été informés que cet hiver, il pouvait y avoir des délestages, des coupures de courant tournantes. Tout à fait. Donc, il y a un manque de disponibilité d'électricité. Et deuxièmement, il n'a échappé à personne que l'explosion du prix de l'électricité était devenu un problème majeur pour les ménages et pour l'activité économique. Et l'analyse et les observations que j'ai faites aboutissent au fait que, d'une part, l'ouverture du marché de l'électricité fait que désormais le prix de l'électricité payé par les Français relève de ce qui se passe en particulier en Allemagne, mais dans tous les pays de l'Union européenne. Oui. Et deuxièmement, que nous manquons d'électricité en France parce que nous n'avons pas prévu l'avenir avec l'attention et la rigueur, l'objectivité qu'il aurait fallu, mais plutôt avec des préjugés, un comportement dogmatique qui souhaitait surtout s'opposer au nucléaire et à développer de façon systématique les énergies renouvelables. Or, si le développement des énergies renouvelables en Allemagne présente l'intérêt de remplacer du charbon, chez nous, développer des énergies renouvelables à la place du nucléaire, évidemment, ça n'a pas de résultat favorable pour le climat et ça nous conduit là où nous en sommes. Alors, nous allons en parler justement tout au long de cette heure après les informations avec vous, Bernard Accoyer, mais il y a quelque chose d'extraordinaire quand même dans cette histoire. Et vous parlez des éoliennes, vous parlez des intermittents, les panneaux solaires, vous parlez des lobbyistes, vous parlez des écologistes, vous parlez de tout ce qui s'est passé, parce que ça s'est préparé, c'est pas il y a quelques années. Mais vous dites, juste un mot, vous dites, est-ce que c'est de la pusillanimité, est-ce que c'est de l'aveuglement, est-ce que c'est de la lâcheté, ou est-ce que c'est des pressions économiques, est-ce que c'est tout cela à la fois, Bernard Accoyer? Parce que on se pose la question, on a eu quand même, et vous étiez bien placé pour le savoir, nous avions quand même des gouvernants qui ne sont pas complètement, détachés du réel, ou alors il y a un vrai problème, ou hors sol. Comment a-t-on pu laisser faire cela? Alors, je pense que ce qui s'est passé est arrivé progressivement et a explosé depuis maintenant une dizaine d'années. C'est-à-dire que petit à petit, la place du nucléaire a été contestée dans le système de production électrique national.
la mouvance antinucléaire a fait prévaloir son point de vue. Les accords politiques, notamment en 2012 et encore plus récemment en 2017, ont abouti à suivre la volonté de sortir du nucléaire qui était poussée par les mouvements écologistes politiques. Et malheureusement, ceux qui auraient dû veiller à préparer l'avenir de notre fourniture en électricité n'ont pas mesuré les conséquences d'investissements massifs dans des énergies renouvelables qui certes sont décarbonées mais qui ne marchent pas tout le temps, elles sont intermittentes. Et donc comme dans cet hiver par exemple il fait froid, il n'y a pas de vent, eh bien on est obligé d'importer du charbon produit avec du lignite, du charbon en Allemagne. Oui, et c'est tout à fait étonnant qu'on soit arrivé là, vous en parlez très bien. On va d'ailleurs poser toutes ces questions, comment ça s'est passé, comme depuis 2010 et même 2007, vous parlez même depuis Sarkozy. On va parler de tout cela après les informations. On se retrouve avec Bernard Accoyer et son livre « Une affaire d'État ». Et que l'on évoque le nucléaire ou la hausse des prix de l'énergie, et vous allez voir, d'ailleurs, ce n'est pas indissociable. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on disait, vous vous rappelez, il y a quelques temps, quelques siècles, France, ton café fout le camp, là. Est-ce que c'est pas France, ton nucléaire fout le camp ? Et ton électricité devient de plus en plus chère. Avec Bernard Accoyer, pour son livre tout à fait passionnant parce que très informé, une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français. Bernard Accoyer, est-ce que ça n'a pas quand même commencé, vous parliez d'il y a 10 ans, est-ce que ça n'a pas commencé quand même avec le pacte Nicolas Hulot en 2007 où tous les candidats à la présidentielle sont venus, allez, j'allais dire, c'est pas très sympa à faire la danse du ventre, mais enfin, sont venus rendre hommage au suzerain Hulot pour... est-ce que ce n'a pas été déjà là où on a donné effectivement le là, en disant, oui, écoutez, c'est très joli le nucléaire, mais allez, il faut changer un peu de logiciel. Alors, Berkov, ça avait même commencé avant. Comme vous le savez, je suis haut-savoyard et pas très loin d'ici, il y a le département de l'Ain. Oui. Et en 1998... a été fermée la centrale de Superphénix. Il y avait eu un accord politique entre les Verts et Lionel Jospin. Et pour disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale, Lionel Jospin avait accepté l'exigence des Verts de fermer la centrale de Superphénix, qui était une centrale dite de 4e génération, c'est-à-dire un type de réacteur qui brûle les déchets des réacteurs des générations précédentes. C'était donc une priorité pour l'écologie politique d'avoir la peau de la 4e génération. Et à cette époque, la ministre de l'Environnement était Madame Voynet, je suis ensuite Cochet, qui ont continué à pousser dans la même direction. Mais vous avez raison, André Berkov, le pacte écologiste de Nicolas Hulot en 2007, signé par tous les candidats, y compris Nicolas Sarkozy, a conduit à ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement, dans lequel la place du nucléaire était contestée au profit du développement des énergies renouvelables, alors que nous n'avions à cette époque-là aucun problème de disposition d'une électricité fiable, abondante, décarbonée et peu chère. Donc là, le développement des énergies renouvelables s'est poursuivi avec quand même des dépenses considérables, puisqu'aujourd'hui on considère que c'est près de 200 milliards d'euros qui, depuis le début, ont été développés. 200 milliards d'euros pour les énergies alternatives, vous dites. Dites alternatives, renouvelables intermittentes. Renouvelables, oui. Alors, il y a de l'argent privé, mais il y a aussi beaucoup d'argent d'État là-dedans pour obtenir un résultat dont je peux vous dire, à l'instant même où nous sommes, que la production éolienne est de 3%, vous pouvez le trouver sur le site de RTE, il n'y a pas de production photovoltaïque, et c'est le nucléaire qui fournit l'essentiel de l'électricité avec l'hydraulique et des importations et du gaz. À partir de 2012,
les accords entre François Hollande et les Verts ont conduit à officialiser une politique de sortie du nucléaire. Vous vous souvenez, avec l'objectif de fermer 14 réacteurs et d'atteindre 50% de nucléaire au lieu de 70, 75 même à ce moment-là, en 2025. Tout ça a été complètement irréaliste, ça n'a pas pu se faire. Néanmoins, Emmanuel Macron a repris les engagements de François Hollande et il a fermé la centrale de Fessenheim, qui nous manque aujourd'hui cruellement, un gaspillage incroyable d'argent public qu'on peut estimer toute somme confondue à une dizaine de milliards d'euros, comme l'a montré une enquête parlementaire. Vous voulez dire la seule fermeture de Fessenheim, c'est une perte de milliards d'euros, c'est ça Oui, bien entendu, parce que c'était une centrale dont l'autorité de sûreté avait dit qu'elle pouvait continuer à fonctionner. Ouais. Elle rapportait à EDF, par la vente de son courant décarboné, de son électricité décarbonée, elle rapportait 500 millions d'euros par an. Il a fallu indemniser les actionnaires de la centrale, qui étaient suisses, allemands et également EDF. Et c'est donc un gâchis incroyable au plan humain, industriel, technologique et même climatique, puisque dans le même temps, les Allemands ont ouvert une centrale à charbon, Dalton 4, qui produit une dizaine de millions de tonnes de CO2 par an. 70 fois plus que beaucoup plus, puisque 1 kWh nucléaire, c'est 6 grammes de CO2, 1 kWh avec du charbon, c'est 1000 grammes. Vous voyez, c'est sans comparaison. Et alors, justement, quand est-ce qu'alors, autre date clé dont vous parlez dans votre livre, c'est pour ça qu'il est, vous fourmillez, enfin, vous donnez beaucoup d'informations là-dessus. Quand ce qui est quand même assez, quand on regarde ça avec le recul, qui paraît assez, j'allais dire, bouffon, si c'était pas si grave, quand est-ce que l'énergie est passée à l'environnement, comme le secrétariat à l'énergie, enfin que la gestion de l'énergie, comme l'énergie nucléaire, etc., est passée à l'environnement alors qu'il était, je crois, à l'industrie, si je ne m'abuse? Oui, excellente question. C'est en 2007. C'est en 2007 que Nicolas Sarkozy a souhaité dessiner un très vaste ministère de l'environnement et de l'énergie destiné à être piloté, occupé par Alain Juppé. Mais vous vous souvenez de l'histoire, à ce moment-là, Alain Juppé, quelques semaines après la création des compétences de ce ministère, définition du périmètre de compétences de ce ministère, Alain Juppé a été battu aux élections législatives de 2007. Et c'est Jean-Louis Borloo qui l'a remplacé. Après, il va y avoir le Grenelle de l'environnement avec les conséquences que je vous ai dit sur la priorité donnée au développement des énergies renouvelables plutôt qu'au maintien et à l'anticipation de la présence, de l'efficacité et de l'avenir du parc nucléaire français. Et aujourd'hui encore, Bernard Accoyer, vous le dites, l'énergie dépend du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, cette situation perdure avec un ministère où l'idéologie antinucléaire a laissé beaucoup de traces, est encore présente dans les services et où la tendance naturelle est à pousser sur les énergies renouvelables plutôt qu'à sauvegarder ce patrimoine précieux pour la France en termes industriels, social, climatiques, qu'est notre patrimoine nucléaire. Alors, comment vous expliquez, écoutez, vous qui êtes justement, qui étiez dans le sérail et en connaissez les détours, comment vous expliquez que très peu ont pris conscience du fait que, et on voit ce qui se passe aujourd'hui, hein, avec ce que vous dites sur la flambée des prix du gaz et l'électricité, comment se fait que personne n'ait pris conscience ou très peu ont pris conscience? Tout le monde était tétanisé par les prédécesseurs ou les de Greta Thunberg, c'est quoi? Alors d'abord, je pense qu'au début, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années entre 2000 et 2010, l'évolution a été relativement insensible et personne n'a mesuré ce qui allait se passer. La situation a commencé à devenir beaucoup plus préoccupante à partir de 2012 et il y a eu des alertes qui ont été données par des techniciens, par des ingénieurs, par quelques politiques qui n'ont pas été entendus, qui voyaient
qu'on allait dans une impasse. Et cette impasse, nous y sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où vous parlez aux éditeurs de Sud Radio, le mégawattheure, c'est-à-dire 1000 kilowattheures, se vendent au marché qui se règle heure par heure à 213 euros. En Allemagne, c'est 188. Donc, vous voyez, il y a déjà une différence qui montre que c'est en France qu'on paye l'électricité la plus chère, alors qu'il y a seulement quelques années, c'était en France où elle était le meilleur marché. Dans le même temps, la situation s'est aggravée et les avertissements qui ont été donnés par les spécialistes n'ont pas été écoutés. Et je dois dire également que des instances telles que RTE ou la CRE RTE et la CRE, juste préciser, cher Bernard Accoyer. Alors, RTE, c'est l'autorité, c'est une entreprise, RTE, qui règle les réseaux électriques en France, qui gère les réseaux électriques. Et la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. Et la direction de l'énergie et du climat au ministère aurait dû alerter, comme l'avaient fait des ingénieurs qui connaissaient le sujet ou un certain nombre d'hommes politiques, sur ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, nous sommes devant le mur de l'explosion des prix, une composition des prix qui est vraiment préoccupante. Mais parlons, si vous le voulez, de la situation actuelle, c'est cet hiver. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Il fallait fermer à tout prix quelques centrales à charbon ou au fioul qui existaient, quelques centrales nucléaires pour faire plaisir à l'écologie politique, et on a fermé à peu près 15% de capacité de production, mais justement des capacités de production qui étaient mobilisables quand on avait besoin de beaucoup de courant. C'est ça. Parce qu'en réalité... Et on les a fermés sous pression des courants, des lobbies écologistes et autres. En tout cas, oui, pour faire plaisir à cette mouvance qui considère qu'il faut fermer du nucléaire. Là, ça n'a pas de justification climatique, ni industrielle, ni sociale, bien sûr. Et qu'il faut fermer des énergies carbonées, du charbon, ce qui est justifié sur le plan climatique et des pollutions, mais en France, il trouve qu'elle fonctionnait quasiment que quelques dizaines d'heures, quelques centaines d'heures par an, ces centrales à charbon. Elles permettaient de passer les caps. Aujourd'hui, on ne peut plus passer les caps. Donc, pour équilibrer, on a recours à l'importation d'électricité, l'importation d'électricité produite par la dernière centrale qui équilibre le système, parce qu'à tout moment, il faut que la production et la consommation soient équilibrées. Et cette dernière centrale, elle fonctionne au gaz. Or, le prix du gaz a explosé, donc le prix de l'électricité a explosé. Et nous nous trouvons devant les prix que vous donnez qui sont quand même effarants. Et les gens découvrent, alors qu'on vivait pas le mythe, la réalité d'une France qui était justement par rapport aux autres pays européens extrêmement autosuffisante ou presque autosuffisante en matière d'approvisionnement électrique et autres. Et puis voilà, patatras. Alors justement, Bernard Accoyer, on va continuer à parler de tout ça parce que c'est passionnant et ça nous concerne directement. Il y a quand même quelque chose qui est que je voudrais rappeler, vous le dites, je vais retrouver la page, qui est quand même tout à fait étonnant dans ce que vous écrivez dans votre livre, encore une fois que je recommande. Il y a ceci, vous dites, et on va en parler tout de suite après, vous dites ceci, vous dites... vous rappelez, vous l'avez dit, donc 200 milliards d'euros ont été engagés, etc. Vouloir réduire la part du nucléaire dans le mix électrique de 75 à 50% en 2035 comme 2030 est totalement irréaliste dans l'état actuel des technologies. Et ce qui est extraordinaire, vous rappelez, parce que vous avez dit près de 200 milliards d'euros ont été engagés pour développer les énergies renouvelables intermittentes, monopolisant des investissements publics et privés colossaux pour produire en 2020 de façon intermittente environ 9% d'électricité française. En cette même année, la filière nucléaire, bien que délaissée, en a produit 67%. On passe de 9 à 67. Quelle comparaison! Oui, ben vous avez tout dit. C'est une erreur de raisonnement, une faute qui est grave et que les Français, notre économie,
payent très cher. Vous avez vu que nos électro-intensifs, les entreprises qui ont besoin de beaucoup d'électricité, souffrent beaucoup, et certaines d'ailleurs ont dû arrêter leur production parce que l'électricité coûte tellement cher qu'ils ne peuvent plus fonctionner. Et donc la situation est aujourd'hui extrêmement tendue, très grave, d'autant que les entreprises qui vont fermer parce qu'elles ne peuvent plus équilibrer leurs comptes, on ne pourra pas les réanimer. Ça va venir s'aggraver à la désindustrialisation française, qui est extrêmement préoccupante. Et un des moyens d'arrêter la désindustrialisation française, c'est de relancer puissamment la filière nucléaire française, parce que malgré les mauvais coups qu'elle a dû supporter, elle a encore beaucoup de ressources, elle a reconstitué ses capacités et ses savoir-faire, et il y a urgence à la relancer. Chaque jour qui passe est un temps perdu précieux pour le climat, mais aussi pour l'avenir économique et social. Économique parce que c'est la désindustrialisation, mais social parce que c'est le coût de l'énergie, c'est la disponibilité de l'énergie. Et que si on va vers de graves problèmes électriques, si on continue sur la même voie, on peut arriver à des catastrophes sociopolitiques. On va parler de tout ça, on va parler comment c'est, parce que c'est très intéressant, vous en avez parlé dans votre livre, comment tout ceci s'est construit ou s'est déconstruit. À tout de suite, Bernard Accoyer. Tout de suite, auditeur de Sud Radio, après une petite pause. Et dans les hautes instances, ils pourront raconter ce qu'ils voudront faire passer comme message. Vous payez vos factures et vous constatez cette hausse des prix. Alors vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Bernard Accoyer, qui a écrit avec Chantal Didier Une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français. Bernard Accoyer, c'est intéressant de se demander, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'être anti-écolo, pas du tout. Vous ne l'êtes pas vous-même et vous dites, voilà, la sauvegarde, effectivement, et que ce soit de la planète, du réchauffement planétaire, du CO2, il faut rappeler que la France n'est pas la plus mal lotie, en l'occurrence, c'est que la France tient bien son rang. C'est celle qui produit le moins de CO2 dans toute l'Europe et ailleurs. Simplement, je voudrais que vous nous parliez, parce que vous en parlez très bien dans votre livre, c'est qu'au-delà des justes préoccupation des écolos, et c'est pour ça qu'il y a eu un certain succès aux élections municipales, européennes ou autres, et il y a effectivement des enjeux écologistes, des enjeux de protection qui méritent évidemment d'être défendus et qu'on se batte pour elles. Mais en revanche, quand même, cette espèce de pression, de lobby et compagnie, comment ça s'est exercé en France pour les gouvernements? Vous racontez un certain nombre de scènes dans votre livre, je ne dirais pas coquignolesques, mais tout à fait, je dirais, parlantes sur la pression des lobbyistes. Est-ce que, quand même, vous parlez des 200 milliards dépensés, 200 milliards, c'est beaucoup d'argent, et donc ça suscite quand même beaucoup de pression, tout cela. Alors, il y a eu 3 accords politiques qui ont pesé, et puis également un 4e accord dont je vais parler. Alors, les 3 accords politiques, le premier accord, c'est celui des élections législatives de 1997 entre Lionel Jospin et les Verts, avec l'exigence de fermer la centrale de Superphénix, c'est-à-dire de mettre un coup d'arrêt au développement de la fermeture du cycle, c'est-à-dire d'un nucléaire totalement inattaquable. Ça, c'est 97, ça. Ouais. Voilà, 97. Ouais. Ensuite, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui n'a pas acté de choses aussi violentes, mais qui a mis en place le développement progressif, à dose modeste, mais quand même, des énergies renouvelables, et qui a suivi la politique de l'Allemagne, qui, elle, a une bonne raison de développer les énergies intermittentes, puisque son électricité était en très grande partie fabriquée, et elle l'est encore aujourd'hui, produite par du charbon. Et puis il y a encore un autre accord politique, celui de 2012, entre François Hollande et les Verts. Si vous vous rappelez, dans le débat d'entre-deux tours, je fermerai, moi président, je fermerai la centrale de Fessenheim, et il va amplifier ce mouvement, puisque sa majorité compte des Verts, et il va décider
d'une orientation qui va clairement vers une volonté de sortir du nucléaire, ce qui était complètement utopique sur le plan technique, sur le plan physique. Et Emmanuel Macron va reprendre à son compte les engagements de François Hollande et il va même aller à fermer la centrale de Fessenheim en 2020, alors que Hollande ne l'avait pas fermée puisqu'il avait lié l'ouverture de celle-ci à la mise en service, au couplage de l'EPR de Flamanville. De Flamanville, oui. Et puis, il a également arrêté les travaux expérimentaux sur la 4e génération, on appelait ça le projet Astrid. C'est ça le quatrième tome. Voilà, la 4e génération, c'est la combustion, l'utilisation comme combustible des déchets des centrales des générations précédentes. C'est ça. Nous conduisions ce programme de recherche pour lequel quand même environ 900 millions d'euros avaient été engagés, dépensés. On le conduisait en partenariat, notamment avec les Japonais. On ne les a même pas prévenus. On a arrêté ces travaux. On l'a arrêté quand exactement ? Ça s'est passé en 2019, la fermeture d'Astrid, l'arrêt d'Astrid. Donc c'est évidemment tout à fait péjoratif, et puis surtout les Japonais n'ont pas apprécié qu'on les laisse tomber. Aujourd'hui d'ailleurs ils se tournent vers les Américains pour construire avec les Américains une centrale de 4e génération et puis d'autres centrales, puisque les Japonais ont renoué avec le développement du nucléaire, puisqu'on ne le sait pas trop, mais l'accident, le drame, la catastrophe de Fukushima, c'est une catastrophe liée au tsunami. Ça n'est pas un accident proprement nucléaire, même s'il y avait des spécificités dans la centrale. Aujourd'hui, on le sait, ça. Aujourd'hui, on le sait. Et alors donc, 4e, et alors justement, par rapport à la question que je vous posais juste avant la pause, Bernard Accoyer, vous parlez dans votre livre effectivement de Greta Thunberg comme symbole, mais le fait que beaucoup de jeunes, on comprend, et c'est légitime, ont des préoccupations, et pas seulement les jeunes, des préoccupations effectivement vis-à-vis de la planète. Mais qu'est-ce qui a fait que le nucléaire a été considéré comme le monstre, le pelé, le galeux d'où vient tout le mal, et comment il se fait que face aux lobbies des éoliennes, des voltaïques, etc., et je dirais des voitures électriques, etc., mais enfin ça c'est encore un autre problème, comment il se fait que très peu de gens, que le nucléaire n'ait pas eu ses défenseurs, je parle d'une façon aussi audible que les autres. Comment vous expliquez cela ? Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écologie politique a comme premier principe la fermeture du nucléaire, la sortie du nucléaire. Ouais. Et qu'aujourd'hui, la plupart des personnalités qui se réclament de l'écologie politique donnent la priorité sur la sortie du nucléaire par rapport à la lutte contre le climat. C'est le cas notamment de ce qui se passe en Allemagne, où... la sortie nucléaire est plus importante que la lutte contre le climat. Il lui donne la priorité pour des raisons dogmatiques. D'accord. Alors, on pourrait revenir sur les raisons qui ont poussé l'écologie politique à instrumentaliser les peurs autour du nucléaire. C'est assez complexe, mais il y a des raisons. Et il y a une mouvance internationale antinucléaire qui est portée par des ONG, des grandes ONG internationales, qui ont une force de frappe importante et qui n'hésitent pas à utiliser des moyens illégaux, d'ailleurs, pour faire prévaloir et imposer leur point de vue. Mais politiquement, c'est la même chose. L'écologie politique, lorsqu'elle participe à une alliance politique, qu'elle soit législative ou de gouvernement, c'est pas la même chose d'ailleurs, elle a exigé de Jospin en 1997 la fermeture de Superphénix, elle a exigé de Hollande en 2012 la fermeture de Fessenheim et une orientation vers la sortie du nucléaire. Et les membres de l'écologie politique qui avaient rejoint Emmanuel Macron en 2017 ont imprimé leurs priorités à des décisions qui étaient des décisions qui ont mis la situation du système électrique français aujourd'hui en grande difficulté. Mais pourtant, Sarkozy, qui n'avait pas d'alliance avec les écologistes, lui aussi a imprimé avec il y avait Nicolas Hulot. Mais est-ce qu'ils ne sont pas impressionnés quelque part, un certain nombre de gens, que ce soit à gauche ou à droite, ou LR, ou etc., Bernard Accoyer quand même, en disant « Ah oui, mais l'écologie, c'est la pureté, il faut quand même que je rende hommage à la pureté ». Est-ce qu'il n'y a pas de ça, quelque part ?
Oui, il y a, si vous voulez, une instrumentalisation de l'écologie. Nous sommes tous des défenseurs de l'environnement. L'écologie, c'est une science, c'est pas un parti politique. C'est une science qui étudie le retentissement d'une espèce vivante sur son environnement. Nous le sommes tous. Bien entendu que le réchauffement climatique est effectivement inquiétant. Aujourd'hui, le climat se réchauffe 50 à 100 fois plus vite qu'il ne s'est jamais réchauffé depuis qu'on a pu étudier l'histoire du climat sur la planète. Oui, donc il y a une urgence manifeste à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais le lobby des énergies renouvelables présente les énergies renouvelables comme le seul moyen d'y parvenir. C'est un des moyens. On a besoin de ces énergies renouvelables, mais on en a besoin quand on ne dispose pas d'une solution meilleure, c'est-à-dire la solution nucléaire. On en reparlera tout de suite après avec les auditeurs de Sud Radio, justement, grosse contestation autour de tout ça, réchauffement climatique et énergie renouvelable. On en parle tout de suite. Absolument, et pour cela, pour poser vos questions à Bernard Accoyer, posez vos questions au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite, direction Cannes avec Jean-Luc qui nous appelle. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Monsieur Berkov, merci de laisser parler les Français. Donc moi j'avais quelques questions. Oui, c'est que je trouve que depuis qu'on a des énarques qui gèrent tout, français et européens, on a une fausse concurrence au niveau de l'EDF, avec des entreprises comme Total, tout ça, qui fabriquent rien et qui pénalisent EDF. Je trouve ça pas normal. Et après, la deuxième question, on a une dizaine de réacteurs qui marchent pas en France. Est-ce que c'est à cause que Macron a vendu les réacteurs et la maintenance aux États-Unis et qu'on ne peut plus réparer ces... Alstom. Oui, vas-y. Est-ce que c'est parce que ces réacteurs ne peuvent plus être réparés parce que les États-Unis ne laissent pas le faire, ou c'est une autre raison? Bernard Accoyer. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté la question de... Oui, j'ai entendu. Oui. J'ai entendu la double question. Oui, j'ai entendu absolument. La double question. D'abord, sur le fait que certains fonctionnaires seraient à l'origine de tout cela. Vous savez, la responsabilité, c'est celle des élus. Hein. Les fonctionnaires, certes, ils peuvent un peu influencer certaines décisions, mais malgré tout, ceux qui ont la responsabilité, c'est les élus. On l'a vu, les décisions de fermer Superphénix, de fermer Fessenheim, ce sont des décisions purement politiques qui ont été portées par des élus. Alors après, vous abordez un sujet extrêmement important, qui est celui qu'on a voulu instaurer avec l'électricité, c'est-à-dire la concurrence, l'ouverture à la concurrence de l'électricité, l'ouverture du marché de l'électricité, avec des conséquences dont il faut voir aujourd'hui qu'elles sont délétères. Oui. L'électricité n'est pas un produit comme un autre, c'est un produit de première nécessité qu'on ne peut pas laisser aux mains des spéculateurs, comme cela est apparu depuis un certain nombre d'années. D'autant plus que ce qui a été imaginé pour faire de la concurrence à EDF, parce que c'est ça qui a été fait, a été construit autour d'un tarif qui fait que les concurrents d'EDF achètent à un prix cassé, à un prix qui est devenu dérisoire aujourd'hui par rapport au prix de marché, à 42 € le mégawatt-heure, c'est ça. Mégawatt-heure. Oui. Ils achètent cela alors que les prix de marché, je vous l'évoquais tout à l'heure, sur les marchés qui changent d'heure en heure, étaient à plus de 200 €. Et qu'en moyenne, il est à 200 €. Et là, ces concurrents, ces revendeurs, évidemment, ont fait des bénéfices considérables. La loi avait prévu qu'ils devaient construire des capacités de production. Ils n'ont rien construit du tout. Et il y a 80 revendeurs. Il y a un système qui est évidemment, on marche sur la tête avec ce dispositif. Et encore récemment, depuis quelques jours, le gouvernement avance l'idée d'augmenter le volume d'électricité vendu à ce tarif, qui s'appelle le tarif ARENH, c'est-à-dire à prix cassé, à prix à perte, à ces revendeurs pour essayer de modérer la hausse de l'électricité payée par les consommateurs
et par les entreprises qui ont de gros besoins en électricité. Mais vous l'avez vu, c'est ruineux, ça coûte 8 milliards à l'État, plus 8 milliards à EDF, ça menace la survie d'EDF. Deuxième question. Oui, pardon, excusez-moi Bernard Accoyer, parce qu'il y a quelque chose d'hallucinant, et vous avez raison de vous arrêter là-dessus, avec la question de Jean-Luc. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, EDF, on a d'abord fait une concurrence, on le sait, complètement imbécile. Qu'est-ce que c'est que cette mise en concurrence et pourquoi? Où EDF doit vendre 42 mégawattheures et c'est EDF qui rachète à 200 € mégawattheure? Alors, en clair, ne mélangeons pas tout. Non, mais... EDF oui. Vend à 42 ou un tout petit peu plus pour 20 térawattheures, c'est-à-dire sur l'année, une quantité très importante. C'était au départ le quart de sa production nucléaire, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et comme EDF a déjà vendu toute sa production, prévendu toute sa production sur les contrats qui ont été noués avec ses clients, eh bien, EDF, avec les nouvelles décisions du gouvernement, devra acheter au prix du marché, c'est-à-dire à peu près à 200 € en moyenne, le mégawattheure, et le revendre à ses concurrents à 42 €. À 46,2 €, parce qu'il y a eu un petit ajustement. Il y aurait un petit ajustement sur le prix. Non, mais c'est hallucinant, pardon. C'est complètement. C'est hallucinant. Non, mais c'est-à-dire que. Mais je ne sais pas, il n'y a pas eu une personne qui a décidé, mais comment peut-on arriver? Même Ubu Roi ou Kafka n'aurait pas fait ça, quoi. Enfin, n'aurait pas imaginé cela. C'est un très grave problème. C'est un très grave problème. Le gouvernement n'a pas trouvé d'autre solution pour empêcher que les Français ne payent le prix de l'électricité, ce qu'il est aujourd'hui, mais qui est aussi un prix qui est la conséquence de sa politique. Oui, mais Bernard Accoyer, vous êtes bien d'accord, à la fin, c'est le contribuable qui payera. À la fin, en fait, il n'y en a qu'un qui va payer, c'est le consommateur contribuable. Voilà, le consommateur contribuable, c'est le même. Très bien. Louis, alors, il y avait une deuxième partie de la question. Allez-y, je vous en prie. Oui. Alors, effectivement, il y a une partie du parc nucléaire, un peu plus de 10%, même nettement plus de 10% du parc nucléaire qui est aujourd'hui à l'arrêt, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des visites décennales qui sont longues. La seconde est que les visites et les rechargements, c'est-à-dire qu'on arrête régulièrement les réacteurs pour remettre du combustible dedans, ont été décalés par l'épidémie de Covid. Il fallait prendre des précautions pour les personnels et ça a décalé, ce qui fait qu'il y a des fermetures en hiver, qui est la période où il y a besoin le plus d'électricité. Et puis récemment, sur plusieurs réacteurs ont été découverts, à l'occasion des visites régulières de sécurité, des phénomènes de corrosion qui, sur certains tuyaux de sécurité, qui exigent d'abord d'arrêter les réacteurs pour apporter les corrections nécessaires et vérifier les autres réacteurs. Et c'est une situation qui aurait dû être anticipée, parce que depuis plus d'une dizaine d'années, les autorités de sûreté alertent les pouvoirs publics en disant « Nous n'avons plus de marge de sécurité, il faudrait construire des capacités qui sont pilotables, c'est-à-dire du nucléaire, pour disposer de ces capacités. » Et nous ne l'avons pas fait, et c'est la situation devant laquelle on se trouve aujourd'hui, qui pourrait, s'il y avait d'autres réacteurs qui devaient être arrêtés, être très problématique, surtout s'il faisait froid. Mais ça n'est pas du tout la conséquence de ventes à l'étranger de je ne sais quel savoir-faire, même s'il y a eu des ventes, elles ne concernent pas... Ça n'a rien à voir avec Alstom et compagnie. Ça n'a rien à voir avec Alstom, c'est les conséquences d'abord de phénomènes qui n'avaient pas été prévus, mais qui étaient surveillés puisqu'ils ont été dépistés, et également de l'insuffisance d'investissement pour renouveler le parc et pour développer nos capacités nucléaires. Merci beaucoup Jean-Luc pour votre question. Vous avez vu que Monsieur Accoyer y a vertement répondu. Merci beaucoup. Et nous sommes avec Daniel qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Daniel. Bonjour Monsieur Berkov et Monsieur Accoyer. Alors moi ma question c'est sur les centrales nucléaires EPR. Je me demande pourquoi il faut 10 ans pour que ça marche, que ça ne marche toujours pas. Est-ce que la filière nucléaire française est incompétente ou est-ce que c'est nos élites? Et voilà la question que je me pose. D'accord. Les EPR, pourquoi ça prend tellement de temps? Bernard Accoyer. Alors, bon, d'abord, les EPR, c'est pas inutile de revenir sur l'histoire de l'EPR. L'EPR, ça veut dire European Pressure Reactor. Donc, c'est un réacteur dont
conception et la construction avaient été décidées en commun avec l'Allemagne en 1992. Puis en 1998, Schröder a décidé que l'Allemagne ne développerait plus de nouveaux nucléaires. Et en 2011, pour des raisons purement politiques, mais profitant de l'émotion post-Fukushima, Madame Merkel a décidé de la sortie complète du nucléaire. Donc, résultat, la France est restée seule sur ce projet. La France avait perdu indiscutablement des savoir-faire. Le pilotage de tout cela n'a pas été constamment satisfaisant sur une machine hyper complexe, hyper sûre mais hyper complexe, et on a assisté à des dérapages qui sont évidemment tout à fait regrettables, voire pour certains scandaleux, mais il y a eu une réaction. Et l'EPR fonctionne en Chine. Il y en a 2 qui fonctionnent en Chine. Il y en a un qui est en construction, un autre qui fonctionne également, qui vient d'être chargé en combustible et qui se raccorde en ce moment au réseau en Finlande. Et il y en a un autre en construction. Le chantier se déroule normalement en Grande-Bretagne. D'accord. Donc pour l'EPR français, c'est un prototype dont les dérapages dans les délais et dans les coûts sont extrêmement importants, très regrettables, mais EDF en a tiré les conclusions. Elle a développé maintenant un EPR2 qui tire les conclusions des difficultés, des insuffisances qui ont conduit au dérapage du chantier de Flamanville. Et EDF est prêt à construire maintenant une série de 6 EPR qui sont des machines extrêmement sûres, qui deuxièmement sont puissantes et qui répondent aux besoins très très pressants de la France. Sinon, il faudra construire des centrales à gaz et abandonner nos objectifs. Juste, ces 6 projets sont déjà financés, prévus, planifiés ? Alors, la situation financière d'EDF, et chacun le sait, est très difficile, et ce n'est pas les décisions qui viennent d'être annoncées qui vont arranger la situation, et cela constitue un réel problème. De toute façon, il faudra bien les financer, parce qu'on en a un besoin absolument impérieux. Et d'ailleurs, les négociations qui se sont déroulées à Bruxelles pour permettre au nucléaire d'accéder à des financements par la taxonomie, qui sont des financements préférentiels, sont à ce titre extrêmement importantes. Merci beaucoup pour vos appels, Jean-Luc et Daniel, et on se retrouve dans un instant avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et après Cannes et Avignon, direction la Gironde où Eric nous appelle. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Bonjour André Berkov, bonjour Monsieur Accoyer. Voilà, ma question, ça serait plutôt, c'est pas qu'une question, j'ai l'impression actuellement de vivre dans un roman 1984 que tout le monde doit connaître. Orwell, oui, Orwell. Et je me demandais si dans le nucléaire, il y a pas un petit problème. J'ai entendu parler de ITER. Est-ce que M. Accoyer pourrait nous parler de ITER et savoir si c'est de la science-fiction ou si c'est quelque chose qui va se faire réellement? Oui, Bernard Accoyer. ITER. Oui, le projet ITER, c'est un projet de recherche international, probablement l'un des plus gros projets de recherche internationale jamais conduit, pour essayer de réaliser pour la première fois la fusion d'atomes. Actuellement, l'énergie provient de la fission des atomes. Là, ce serait la fusion d'atomes d'hydrogène. Qui révolutionnerait complètement le monde, quand même, quelque part, si ça se fait. Oui. Qui permettrait d'obtenir une énergie illimitée, avec quasiment aucun déchet. Ce serait formidable. C'est ce qui se passe dans le Soleil et dans les étoiles. Évidemment, c'est très séduisant, mais c'est très compliqué, et c'est pour cette raison que ce projet est gigantesque. Il s'agit d'obtenir des températures extraordinairement hautes dans des conditions très particulières, mais c'est une fierté que ce projet soit en France, qu'il soit à Cadarache. C'est une chance. Pourquoi a-t-il été installé là? C'était à cette époque, c'était encore Jacques Chirac qui était président de la République. C'est parce que la France a été un très grand pays nucléaire et qu'elle le reste quand même si on a fait beaucoup de mal à la filière. La France reste un très grand pays nucléaire. Il est reconnu comme tel et c'est pour ça que l'on pourra rebondir. Quant à la disponibilité de l'énergie de la fusion,
c'est pas au plus tôt avant la fin du siècle, si on y arrive. Et par conséquent, nous devons, et avant que ce soit développé pour fabriquer de l'électricité, on n'en est pas là. Donc c'est pour cette raison que l'énergie nucléaire est globalement une énergie d'avenir et que nous devons continuer à développer la recherche, avancer sur les réacteurs de 4e génération, sur les petits réacteurs, sur de nouvelles technologies, sur les combustibles, sur le traitement des déchets. Et donc la France, jusque-là, a toujours été aux avant-gardes, aux avant-postes. Elle doit retrouver cette place. C'est une priorité parce que le nucléaire, c'est 220 000 emplois en France, des emplois très qualifiés, très compétents, c'est la haute technologie. Et vous savez que la première filière, c'est l'automobile, va souffrir considérablement par le passage à l'électrique. Donc si la France veut rester un pays industriel, un pays de haute technologie, elle est absolument obligée, le plus vite possible, de relancer puissamment sa filière nucléaire. Merci beaucoup Eric pour votre question. Vous nous avez ouvert une perspective d'avenir. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant avec Marie-Claire qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour à vous tous. Alors moi, j'ai essayé de comprendre le problème de l'Arenh. Bon, c'est vrai, c'est assez compliqué et je pense que même pour tout le monde, on essaye de comprendre. Mais par contre, j'ai cru comprendre que les kilowattheures qui vont être achetés plus cher, donc qui vont être achetés plus cher par EDF, mais revendus au tarif Arenh aux fournisseurs alternatifs. C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai compris. Normalement, l'État s'engage à ce que les fournisseurs alternatifs n'augmentent pas leur prix et continuent à vendre au tarif Arenh. Mais quels moyens ils ont pour contrôler ça? Est-ce que j'ai bien compris? Bernard Accoyer. Vous avez très bien compris. Il est demandé dans ce qui est dans les tuyaux pour essayer de maîtriser la hausse des prix pour quelque temps. Pour les consommateurs, qu'ils soient particuliers ou industriels, de demander à EDF de vendre 20 TWh supplémentaires par rapport à ce qu'elle est déjà obligée de vendre à ses propres concurrents pour un tarif qui est à 42 euros. Et comme EDF ne dispose pas de cette électricité parce qu'elle l'a déjà vendu toute sa production 2022, elle va être obligée de l'acheter sur le marché à 200 euros. Donc, vous avez bien entendu, si ça reste en l'état, ça aboutira à ce que EDF perde plus de 150 euros par kilowattheure pour ces 20 TWh qui ont été ajoutés ou qui seraient ajoutés sur décision gouvernementale. Mais Bernard, oui, mais ça j'ai bien compris. Oui. Mais ce que je voudrais vous demander, Monsieur Accoyer, c'est que ces 150 qui sont vendus, qui s'achètent actuellement à 200 et des poussières, là, ces 150, ils vont vendre, ils avaient droit à vendre 100. Maintenant, ils vont vendre 120 à leurs fournisseurs alternatifs. Mais par exemple, je vous donne mon cas, moi je suis pas chez Engie, je suis chez Direct Énergie. Comment vérifier que Direct Énergie, l'État on s'engage à ce que les fournisseurs alternatifs, donc tous les concurrents d'EDF, ne vendent pas plus cher leur énergie? Comment l'État peut vérifier ça? Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement. Le président de la commission de régulation de l'énergie a dit qu'ils allaient contrôler tout cela de près. Bon, comme vous le dites, on ne sait pas comment, on ne sait pas quel personnel les contrôleront. Enfin, moi, je ne peux vous dire que ce qui a été officiellement dit par le président de la commission de régulation de l'énergie. Et je reste... Mais c'est une très bonne question que vous soulevez, parce que quand il n'y a pas de moyens de contrôle, on peut s'inquiéter. On peut s'attendre à tout. Je reste quand même esbobi, Bernard Accoyer, et quand j'ai lu ça dans votre livre, de cette espèce d'extraordinaire quand même, et je le dis, bouffonnerie, loufoquerie, et dont on pourrait hurler de rire s'il n'était pas obligé d'en pleurer pour certains, qui consiste à organiser sa propre concurrence, car l'EDF est un organisme d'État, et encore une fois, qui va financer au bout du compte, comme vous le disiez, le consommateur contribuable. C'est quand même magnifique d'en arriver à ce stade. Je vous dis encore une fois, je crois qu'Alfred Jarry ou Kafka, même Hugo Roy n'aurait pas pu penser à ça. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Moi j'ai une question à vous poser, Bernard Accoyer, c'est intéressant. Parlons de l'avenir. Une des choses que vous dites dans votre livre, en fin de livre, vous dites, la première décision à prendre, à la fois symbolique et efficace, est de retirer l'énergie du ministère de la Transition écologique pour en faire un ministère
plein et autonome. Et vous citez Louis Gallois, hein, le grand dirigeant d'entreprise. Il faut créer un véritable ministère de l'Industrie réunissant énergie, dit Louis Gallois, et recherche technologique, le tout suivi par un conseil de plan comme il y a un conseil de défense. Donc, retirez ce que vous dites vous-même, Bernard Accoyer, retirez l'énergie du ministère de la Transition écologique. Ce qui paraît effectivement assez logique. Oui, j'ai pas entendu la fin de votre question, mais je peux effectivement confirmer que d'avoir mis l'énergie qui est issue de process industriels, produire de l'énergie, c'est une industrie. Bien sûr. À l'environnement, ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est toujours Nicolas Sarkozy qui l'a fait ça, hein? Oui, c'est pas pour l'accabler, mais enfin quand même. Oui, non, mais c'est une mauvaise décision, c'est évident, et il faut revenir là-dessus parce que c'est au cœur de l'industrie que l'on a besoin des plus grandes quantités d'énergie. C'est également un enjeu stratégique, c'est un enjeu socio-économique que de disposer d'une énergie à un prix acceptable. C'est un service d'intérêt économique général que l'électricité doit devenir. Il faut revenir auprès de l'Europe sur ce qu'elle a fait de l'énergie et que nous avons hélas accepté. Il faut revenir là-dessus. Il faut renégocier avec l'Europe sur le marché de l'électricité afin que les Français puissent profiter de notre rente nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Les Français ne profitent plus de la rente nucléaire et en plus, avec les dernières mesures, on s'apprête à achever en tout cas, on met en danger la survie d'EDF, qui a quand même, qui est un des plus grands producteurs au monde d'électricité. Ça fait partie du patrimoine national. Donc, il faut quand même y regarder à deux fois avant d'aller sur des voies qui sont un peu, pour le moins, hasardeuses. Beaucoup de pain sur la planche. En tout cas, merci Bernard Accoyer. Et encore une fois, je rappelle votre livre que je recommande vraiment. C'est cette affaire d'État, moi je dirais scandale d'État, la tentative de sabordage de nucléaire français. Et à tous ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous écouteront en replay ou en podcast, je rappelle le titre de votre livre qui sort dans 48 heures, Une affaire d'État, le sabordage du nucléaire français, aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup Bernard Accoyer. Et puis dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaie.